Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de visqueux et intéressant, et non, ce n'est pas du slime. C'est tout aussi gluant, mais c'est capable de calculer, d'apprendre et de transmettre sans aucun système nerveux. J'ai nommé le blob. Bon, techniquement, les anglo-saxons classent le blob parmi les slimes, c'est-à-dire les mycétozoaires, qui ne sont plus classés parmi les fongies, c'est-à-dire les champignons. Et c'est compliqué, donc on va déjà essayer de voir ce qu'est un blob. Le véritable nom du blob est Physarum polycephalum, qui signifie petite vessie à plusieurs têtes. C'est une espèce de myxomycète, une classe des mycétozoaires, embranchement améobozoa, domaine eucaryote, apparu il y a au moins 500 millions d'années. Soit, pour résumer tout ce latin, des organismes unicellulaires à noyaux, ne faisant partie ni des animaux, ni des végétaux, ni des champignons. Bref, on comprend pourquoi les scientifiques lui ont trouvé un surnom plus simple, inspiré d'un film d'horreur du même nom. Sorti en 1958, The Blob est un film d'Irving Yerworth Jr. qui met en scène un extraterrestre géant gélatineux qui grossit rapidement en avalant des gens. Une comparaison bienvenue car la cellule unique du Physarum polycephalum double de taille chaque jour. Et en plus, elle peut se déplacer pour manger et la comparaison va s'arrêter là. Mais il a quelques propriétés surprenantes. Il s'agit d'un organisme unicellulaire, c'est-à-dire ne possédant qu'une seule cellule, mais avec des millions de noyaux. C'est ce qu'on appelle un plasmode, une gigantesque cellule non cloisonnée où les noyaux sont libres à l'intérieur du cytoplasme. Gigantesque au point que le plus grand découvert, en Virginie occidentale, faisait 1,3 km². La taille habituelle de cet organisme, qu'on trouve dans les sous-bois, est d'environ 10 mètres carrés. C'est la taille d'une place de parking, ou celle d'un grand studio à Paris. Et il est possiblement immortel. Il survit à une découpe, et en cas de manque d'eau ou de nourriture, il peut se dessécher en formant un sclérote, un tissu rigide autour de plusieurs noyaux, et attendre tranquillement que de meilleures conditions apparaissent. Le plus vieux connu, dans un laboratoire américain, a plus de 60 ans. Quant à sa reproduction, il est capable de se cloner par découpe, d'émettre des spores au loin, ou de manière sexuée. Et il ne manque pas de choix, puisqu'avec 5 gènes déterminant le sexe, il y a 720 combinaisons génétiques possibles, et donc autant de types sexuels. Et lorsqu'un blob rencontre un clone, il fusionne pour ne reformer qu'un seul organisme. Et la vie d'un blob, ça ressemble à la visite du salon de l'agriculture, c'est-à-dire se déplacer et bouffer. Et c'est que ça va vite. Pour ce faire, le blob fait circuler son liquide cytoplasmique dans un sens, puis dans l'autre, en contractant son réseau toutes les 2 minutes, créant ainsi un mouvement de va-et-vient de sa membrane qui se déplace. Un blob affamé peut se déplacer à 4 cm/h sur n'importe quelle surface et déployer des excroissances, appelées pseudopodes, pour atteindre des zones inaccessibles. Des spécimens oubliés un week-end dans un laboratoire sont sortis de leur boîte de pétri percée pour fusionner et remonter le mur jusqu'au plafond. Un peu comme dans le film, oui, sauf qu'ils ne mangent pas d'humains. Du moins, pas pour l'instant. Dans la nature, ils se contentent de champignons et de bactéries qui l'entourent et digèrent, et en labo, ils raffolent de flocons d'avoine, mais il sait se diversifier. Si on lui laisse le choix entre plusieurs sources de nourriture, il va toujours privilégier celle qui lui assure le meilleur équilibre alimentaire, sans avoir à les goûter auparavant. Et il prévient ses petits camarades. Quand il se nourrit, il émet du calcium qui attire les autres blobs pour fusionner, mais quand il est affamé, il laisse derrière lui une substance répulsive qui signale à lui et aux autres blobs une zone pauvre en nourriture. Et là, on commence à voir ses formidables capacités. Résistant, efficace, à forte croissance, les seules choses qui l'ont empêché d'envahir la planète, c'est qu'il n'aime pas la lumière et a besoin d'humidité, à tel point que sa culture en laboratoire demande des soins et pas mal de patience. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Il est capable d'apprendre sans aucun système nerveux. Au CNRS, le docteur Audrey Dussutour a placé un blob en face d'un pont d'1,5 cm recouvert de quinine, une substance que le blob déteste, et une source de sa nourriture préférée de l'autre côté. Le blob a alors avancé très doucement un pseudopode vers sa nourriture en passant sur le pont. En 12 heures, le pseudopode atteint enfin sa destination. Ne découvrant aucun danger, le blob fit alors traverser très rapidement le pont au reste de son organisme. Mieux encore, après 6 jours de ce traitement, le blob traversait directement le pont, ne montrant plus aucune aversion pour la quinine. C'est ce qu'on appelle l'habituation, la forme la plus simple d'apprentissage, mais qui semblait impossible sans un réseau cellulaire complexe. Un cas unique, qui l'est encore plus quand on sait qu'ils peuvent transmettre leurs connaissances. En remplaçant la quinine par du sel, lui aussi répulsif, la chercheuse et son équipe ont habitué 2000 blobs à traverser un pont salé, alors que 2000 autres, dits naïfs, traversaient un pont sans sel. Ils ont alors associé les blobs 2 à 2. 2 blobs naïfs n'aimaient toujours pas le sel, et 2 blobs aimant le sel continuaient à traverser. Mais si on associait un naïf et un habitué, le blob naïf se comportait alors comme les blobs habitués au sel, se mettant à traverser sans aucun souci. Les chercheurs ont alors découvert que les 2 blobs avaient temporairement fusionné à travers une petite veine cytoplasmique formée en 3 heures, par laquelle une information avait transité.
Autre test, le conditionnement de Pavlov. 90 blobs furent entraînés à associer le sel à de la nourriture comme une récompense. Au bout de 10 jours, ils furent placés devant un pont salé et 30 traversèrent, ayant transformé un élément répulsif en élément attractif. Par contre, il n'explique pas pourquoi les 60 autres n'avaient absolument pas compris le truc. Autre expérience, au Japon, des chercheurs répétèrent un stimulus, chaud ou froid, à intervalles réguliers, toutes les 30, 60 ou 90 minutes, faisant se rétracter le blob. Ils remarquèrent ensuite que même en absence de stimulus, il réagissait toujours suivant le même intervalle. Et ce n'est pas fini, car non seulement il apprend, mais il est aussi capable de résoudre des problèmes d'optimisation aussi bien que les insectes sociaux, et parfois mieux que l'homme. L'optimisation des routes, voies ferrées et autres réseaux électriques est un grand défi de l'urbanisme et des mathématiques et de l'informatique. Une expérience simple consiste à trouver le chemin le plus court pour atteindre une source de nourriture. Les souris finissent par apprendre par cœur le chemin optimisé, tandis que les fourmis laissent derrière eux des phéromones qui se concentrent de plus en plus sur le chemin le plus emprunté, qui est forcément le plus rapide et donc le plus court. L'homme désormais utilise un GPS, c'est-à-dire un algorithme pas toujours le plus efficace. Des Japonais réalisèrent cette expérience avec des blobs. Ceux-ci lancent alors des pseudopodes sur tous les chemins possibles, puis quand ils découvrent des sources de nourriture, rétractent ceux qui n'aboutissent à rien et se propulsent en suivant le chemin le plus court. Mieux encore, en positionnant un flocon d'avoine sur une carte à chaque emplacement d'une grande ville japonaise, le blob créa un réseau de pseudopodes ressemblant au réseau ferré de l'île, mais mieux optimisé. En reproduisant ce système, les chercheurs purent en tirer un algorithme d'optimisation plus efficace que les anciens. Comme chez les insectes sociaux, le comportement du blob répond à des critères simples. Il teste toutes les solutions en même temps grâce à ses extensions, puis supprime celles inutiles et suit le chemin le plus court jusqu'à sa nourriture. Idéal pour modéliser un réseau. Mais ce n'est pas tout encore. Le blob pourrait avoir d'autres applications pratiques particulièrement intéressantes. En effet, en créant un labyrinthe de la bonne forme et en plaçant des sources de nourriture correctement, Andrew Adamansky a montré que le blob pouvait se comporter comme une porte logique et ou non. Une idée intéressante pour un ordinateur bioinformatique, mais qui ne fonctionne plus quand on met deux de ces portes blobs logiques ensemble, les deux blobs interagissant. L'université de Southampton, quant à elle, a placé le blob sur un support en étoile à 6 branches. En l'exposant à la lumière, il se rétracte, déclenchant des capteurs qui reproduisent ses mouvements sur un robot hexapode qui se déplace comme le blob. Parmi des applications biologiques, le blob est capable d'accumuler des métaux lourds, notamment le zinc à de fortes doses, permettant de nettoyer le sol, voire de le recycler. Enfin, le réseau que le blob développe pour chercher sa nourriture se forme de la même façon que le réseau veineux des tumeurs cancéreuses. Il pourrait donc servir à mieux modéliser la progression d'un cancer, et par là même mieux le prévenir et le soigner. Véritablement étudié depuis une douzaine d'années, ce surprenant tapis gluant des sous-bois est l'exemple type de quelque chose qui nous force à remettre en cause nos préjugés scientifiques. Un être aussi simple qu'un unicellulaire peut avoir un comportement qu'on pensait l'apanage d'êtres beaucoup plus complexes. D'où l'importance de défendre la biodiversité, car les êtres les plus insignifiants au premier abord peuvent nous apporter énormément de connaissances et d'idées nouvelles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de Facebooker, de tweeter, et abonnez-vous.